Bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle édition du Grand JT des Territoires sur TV5 Monde et sur vos chaînes locales et régionales. Toute l'équipe du Grand JT des Territoires se joint à moi pour vous souhaiter de belles fêtes de fin d'année. Tout de suite, voici les titres de l'actualité. À défaut de pouvoir s'en offrir, savez-vous comment est fabriqué le caviar, surnommé l'or noir? Eh bien, réponse à suivre dans un reportage de TV7, la chaîne du groupe Sud-Ouest, qui nous emmènera dans les coulisses de sa fabrication. La nouvelle tendance venue de Grande-Bretagne, ne pas boire d'alcool. Une tendance qui fait les affaires d'un bar à Chambéry où se sont rendues les caméras de 8 Mont-Blanc, vous le verrez, un bar qui ne propose que des cocktails non alcoolisés. De jolis airs en plein air, dans ce journal nous irons à la rencontre d'un pianiste itinérant. Bjorn, c'est son nom, qu'ont rencontré nos confrères de TVR, se déplace avec son piano pour jouer, vous le verrez, le nez au vent. Et puis la magie de Noël continue, 2 km de guirlandes, des écrans plasma. José n'y est pas allé de main morte, un habitant de Conty dans la Somme a mis le paquet question déco de sa maison, comme vous allez le voir à la fin de ce journal dans un reportage de WEO, la chaîne de la Voix du Nord. Voilà, qui dit fête de fin d'année dit mets d'exception, à commencer par le caviar, comme je vous le disais dans les titres, que l'on ne trouve évidemment pas sur toutes les tables, puisque son prix peut aller de 2 000 à 12 000 euros le kilo tout de même. Alors à défaut de pouvoir en manger, je vous propose, et je vous le disais en titre, d'en découvrir les secrets de fabrication grâce à Bénédicte Dohain de TV7, la chaîne du groupe Sud-Ouest, qui s'est rendue dans une ferme des caviars à Neuvic en Dordogne. Regardez. Le PDG lui-même nous fait entrer dans les coulisses. Le caviar Neuvic, c'est 15 000 m3 d'eau dédiée à la pisciculture biologique. À quelques semaines des fêtes de fin d'année, le compte à rebours est lancé. Au total, c'est une biomasse de 320 tonnes de poissons dont il faut surveiller le développement. C'est le caviar ici, et en faisant bouger, on arrive à lire le relief. Et avec l'habitude d'Antoine, il arrive à distinguer la taille de l'œuf. L'opération consiste à vérifier par échographie si le poisson a des œufs, ce qui est le cas pour environ une trentaine de pourcents, qui ont des œufs soit petits, auquel cas on met une bague, pour que le poisson soit repris au mois d'août, pour la production de l'an prochain, enfin de la saison prochaine, ou alors des œufs assez gros qui partent directement en affinage pour cette saison. Après un mois d'affinage, on pourra les transformer. Les œufs récoltés sont envoyés en laboratoire. Ils sont d'abord séparés de leur membrane avant d'être nettoyés et rincés plusieurs fois. À ce stade, ce sont encore de simples œufs d'esturgeon. C'est une fois l'étape suivante réalisée que la magie opère. On est vraiment sur une des étapes principales de l'élaboration du caviar. Ça va être l'incorporation du sel. Donc c'est vraiment à cette étape-là qu'on commence à parler de caviar, c'est quand les œufs d'esturgeon sont salés. Nous, volontairement, on se veut peu salant pour garder toute la subtilité du caviar. Et après, ce qui va venir nous différencier, ça va être la qualité des grains et leur couleur. Et ensuite, ça va être les différentes étapes de maturation qui vont se passer en chambre froide. Le caviar Neuvic, c'est une production de 5,5 tonnes de caviar avec un chiffre d'affaires de 6 millions d'euros. Après des fêtes de fin d'année marquées par la crise sanitaire en 2020, les prochains mois s'annoncent prometteurs. On a l'impression qu'il y a un vrai désir de produits de luxe. À plusieurs titres, en fait, la crise sanitaire a agi. Elle a agi aussi vers une relocalisation vers des produits proches de chez soi. Et ça, je pense que ça joue un petit peu. Et donc j'espère en tout cas que ça fera un petit peu, ça donnera un petit peu l'avantage du caviar français sur le caviar chinois par exemple. Troisième plus gros producteur de caviar dans le monde, la France en produit jusqu'à 42 tonnes par an. 90% sont issus des fermes néo-aquitaines. Et puis on reste dans les mets traditionnels, nous quittons la Nouvelle-Aquitaine pour la Martinique, où la commune du Prêcheur est connue pour son célèbre boyoton. Comme son nom le laisse penser, ce sont des boyaux de thon blanchis. Jean-Guy Gabriel, un pêcheur de la région, nous explique ses origines au micro de Johan Charpentier, Titi et de José Le Chartier de VIA à TV Martinique sur place. Jean-Guy n'en est pas à son coup d'essai. Le boyoton, il est tombé dedans quand il était petit. Un plat qui l'a toujours fasciné, au point d'en percer les moindres secrets. J'étais très observateur quand j'étais gamin. Et je regardais comment ils faisaient. Et curieux aussi, c'était poser des questions. Parce qu'en fait, les vieux, la tradition, fait, le savoir s'acquérait comment? C'était en observant. On ne venait pas comme à l'école pour dire, eh bien bon, voilà, 1 et 1 font 2. Ils ne t'apprenaient pas comme ça. La maîtrise est au rendez-vous. C'est délicieux.
C'est délicieux. Il y a pas, voilà. C'est le bonheur ici. C'est trop bon, trop bon. Le boyoton, plat incontournable du prêcheur, et comme toute bonne recette traditionnelle, elle a ses origines. Il ne faut pas oublier que quand les pêcheurs du Sud venaient pêcher au prêcheur, ils partaient pour la semaine. Il fallait donner à manger à ces gens parce qu'ils entraient très tard, c'était à la voile, quand il n'y avait pas de vent, ils étaient obligés de rentrer sur le prêcheur parce qu'ils venaient pêcher tout au nord. Et il fallait donner à manger à ces gens. Alors d'abord, ça a été le boyau, il était salé. Et un jour, trop de monde, elle a essayé cette recette, le boyoton. Clin d'œil à l'histoire, Yasmine, femme de marin-pêcheur, est venue de Sainte-Anne pour déguster un bon plat de boyoton. C'est une spécialité du Nord, nous on ne fait pas ça, on ne connaît pas du tout. Mon mari est marin-pêcheur pourtant, mais on veut vraiment goûter. Alors on a retenu chez un vrai pêcheur et un autre à Mélodie, tu sais, au restaurant. Comme ça on va pouvoir comparer un petit peu. Et chaque année on va goûter à d'autres. Pari réussi pour les Préchoutins, leur recette emblématique attire toujours autant les foules. Après les plats, les boissons dans ce JT, connaissez-vous cette nouvelle tendance appelée le no-low alcool, qui nous vient tout droit de la Grande-Bretagne? Je vous en parlais en titre, il s'agit de ne pas boire, ou alors très raisonnablement. Comme vous allez le voir, un bar à Chambéry, qui est allé visiter Lucas Truc de 8 Mont-Blanc, est donc parfaitement dans la mouvance, puisqu'il ne propose que des cocktails non alcoolisés. Et vous allez le voir, ça marche. Ce bar chambérien est bien particulier. Il propose des vins, cocktails et spiritueux exclusivement sans alcool. Là, on a concombre qui marche bien avec du gin ou du gin sans alcool. L'établissement a vu le jour il y a 6 mois grâce à Alexandre, persuadé que son idée gagnerait à être plus connue. Je viens de Nouvelle-Calédonie et le fléau numéro 1 de la Nouvelle-Calédonie, c'est l'alcool. L'alcool, c'est le fléau de chaque problème, à peu près à 70-80%. Donc du coup, j'avais décidé de faire un bar sans alcool parce qu'il n'y en avait pas sur Chambéry, du moins pas un vrai bar avec vin, spiritueux, etc., etc. Donc on s'est dit qu'on allait prendre ce challenge-là. C'était peut-être plus difficile, plus risqué, mais en soi, au fur et à mesure, les gens commencent à apprécier ce qu'on fait et découvrir qu'on n'a pas forcément que des jus ou que du coca. Avec plus d'une dizaine de créations originales, les boissons de ce bar ont pour but de faire évoluer les mentalités sur le sans-alcool. Le Vlad 3 est l'un des cocktails phares de ce bar car son goût ne fait penser à aucun autre. C'est un genre de spritz, donc un cocktail italien, et qui du coup ramène surtout le côté agrume qui marche très très bien. Et ce petit arrière-goût piquant qui peut faire penser à l'alcool, mais qui n'en est pas finalement. Maëla, Antoine et Claire sont partis sur un sirop de Morito et ils ne semblent pas être déçus de leur choix, qui en plus est une découverte. Déjà c'est très bon et puis l'alcool ne manque pas. Sincèrement ? Oui, c'est vrai, l'alcool ne manque pas. Voilà. Je suis entre amis, on discute et puis c'est exactement la même chose que dans un bar normal, je trouve. Comptez 5 € pour un cocktail dans ce bar, le juste prix pour réussir à accueillir un public plus large. Voilà, et puis si ça vous tente, sachez que le 1er janvier prochain débute le Dry January, un défi qui consiste à ne pas boire du tout pendant un mois. Bon courage. À tout autre sujet maintenant dans ce JT, sachez que 20% des actifs sont actuellement dans un processus de reconversion professionnelle, selon le baromètre de la formation et de l'emploi. Et parmi eux, vous allez le voir, une ancienne chauffeuse-livreuse et une ancienne éducatrice spécialisée qui sont devenues stylistes. Un reportage dans la Loire d'Anthony Verpillon de TL7, la télévision de la Loire. Depuis quelques semaines, Amélie et Amandine ont radicalement changé leurs conditions de travail. Désormais, c'est de chez elles qu'elles imaginent les lignes de leur future marque de vêtements. Notre projet, c'est de créer des vêtements pour les femmes enceintes. Et ça, c'est des morphologies qu'on n'a pas forcément étudiées à l'école. Car dans quelques mois, elles espèrent lancer une marque made in France et respectueuse de l'environnement. Sortir de la fast fashion et de pouvoir proposer des produits écologiques avec des tissus qui sont bons pour la santé et bons pour la nature. Là, on est en train de découvrir un tissu qui est fabriqué à base d'algues, qui est pas du tout polluant en termes de conception et qui pourrait même être bon pour le corps. Un virage à 360 degrés par rapport à leur vie professionnelle d'il y a un peu plus d'1 an. Amandine était éducatrice spécialisée
et Amélie, chauffeur-livreur pendant plus de 15 ans. Les choses de la vie ont fait que j'ai pas pu attaquer une formation tout de suite, donc j'ai attendu d'avoir les enfants, que la maison soit finie. Et ce qui a bien collé en fait, c'est que ma boîte a fermé il y a 2 ans. J'ai eu droit à un plan de licenciement et c'est eux qui m'ont financé la formation. Et durant 12 mois, elles ont donc intégré la formation des métiers de la mode et du vêtement au lycée Adrien Testu du Chambon-Feugerolles. Un vrai challenge qui nécessite agilité entre vie de famille et vie professionnelle et qu'il a fallu préparer et mûrir pendant plusieurs mois à plusieurs années. J'ai fait des allers-retours en fait dans mon ancien métier, je l'ai quitté, j'y suis retournée un peu parce que je cherchais encore en fait. Ça m'a fait peur de quitter quelque chose qui était plutôt connu. Une notion bien présente à l'esprit des formateurs du Greta où 215 formations sont proposées du niveau CAP au Bac+3 car tous les profils et tous les âges garnissent les effectifs. La formation elle concerne les jeunes à partir de 16 ans jusqu'à des personnes qui sont en reconversion professionnelle jusqu'à des âges assez avancés. On le verra ce soir sur notre cérémonie, il y a une personne qui va témoigner qui a fait une reconversion professionnelle et qui a 59 ans. Donc il n'y a pas d'âge en réalité pour pouvoir se former. C'est pour ça que chez nous on aime parler de formation tout au long de la vie. Et dans la Loire, ce sont les métiers de l'industrie, du bâtiment et de l'hôtellerie-restauration qui sont les plus en recherche de nouveaux candidats. Voilà, et puis tout à fait autre chose, si vous vous demandez encore comment occuper vos enfants pendant ces fêtes, pourquoi ne pas les laisser jouer au caissier? Alors dans un supermarché de Vauche, dans la Loire, des enfants ont pu passer derrière la caisse. Et au vu du reportage d'Adrien Blétry de TL7, cette initiative rencontre un franc succès, regardez. Oui, le plus important c'est de trouver le code barre. Généralement il est toujours sur ton pouce. Voilà. Après avoir écouté quelques consignes et après avoir pris la main, les articles s'enchaînent sous les yeux d'une maman plutôt amusée. Bon, ça va, il se débrouille bien? Oui, je découvre ce que c'est que passer à la caisse. C'est marrant de voir ça. Oui, c'est étonnant, je ne savais pas qu'ils faisaient ça en fait. Ça y est, les articles sont tous bipés, il faut payer maintenant. 42, 67, 42,67 €. Oui. Et l'expérience a plu à ce nouveau caissier. Oui, parce que c'est pas tous les jours qu'on peut passer les articles derrière la caisse. Qu'est-ce que tu as bien aimé? Passer les articles et dire aux clients combien ça coûtait et apprendre comment il fallait faire. Le magasin Netto ne s'interdit rien pour poursuivre cette initiative en 2022. Entre le premier mercredi du mois et aujourd'hui, une dizaine d'enfants s'est prêté au jeu. Ça leur permet de canaliser aussi leurs enfants, qu'ils s'ennuient pas et qu'eux puissent ranger leurs courses tranquillement aussi. Plutôt qu'ils restent à s'ennuyer pendant que les parents scannent et rangent leurs courses, et ils scannent eux-mêmes les articles et ils encaissent eux-mêmes leurs parents. Et si les enfants ont la chance de jouer les caissiers, c'est grâce au gérant du magasin, ou plutôt grâce à son fils de 8 ans, qui s'amusait au départ à faire le marchand. Voilà, tout à fait autre chose dans l'actualité. Si vous êtes en Bretagne et que vous vous promenez sur la plage, il se peut que vous tombiez nez à nez avec un pianiste. Il s'appelle Björn Gottschall, il est compositeur et il sème sa musique aux 4 vents. Natacha Astor de TVR l'a suivi lors d'une de ses pérégrinations musicales. Regardez et surtout, écoutez. Le piano rentre au millimètre près. Là, j'attache mon piano dans la voiture, que ça ne tombe pas. Björn a pris le coup de main pour charger l'instrument dans sa fourgonnette. Départ de Rennes, direction la Côte d'Émeraude. On est à la pointe du Groin. Il fait un peu froid aujourd'hui, je l'avoue. Le paysage se mérite, il faut s'y rendre à la force des bras. Bon, c'est le moment intéressant parce que je ne sais pas si mon piano a été super désaccordé ou pas. Quelques jours par semaine, quand la météo est clémente, le compositeur s'offre un entraînement insolite, une manière de tester ses nouveaux morceaux. On a un feedback direct, on peut parler avec les gens, on a aussi une espèce de reconnaissance la plupart du temps où les gens ils disent « Ah ouais, c'est super », etc. Ça fait du bien aussi. Et la musique, elle devient plus joyeuse si on écrit ici que tout seul, c'est sûr. Pendant 4 à 5 heures d'affilée, la musique accompagne les pas des marcheurs, une rencontre inattendue pour ces touristes d'Isère. On trouve que c'est vraiment avec beaucoup de douceur, avec le paysage, c'est un peu mélancolique, mais c'est sympa. Presque autodidacte, Björn compose des morceaux à partir d'improvisations jazz. Pas besoin d'écrire les partitions, quelques notes se sont invitées sur le bois du piano. J'aime bien avoir un peu mon tableau, ah ouais ça tu sais faire, ça me rassure, après je décide et je peux faire mon programme dans le moment.
Alors, un conseil, guettez l'horizon, un pianiste itinérant pourrait s'y trouver. Merci. Dans quelques jours, nous tirerons les rois. Une tradition qui remonte à l'Antiquité, le saviez-vous? Et qui dit tirer les rois dit bien entendu tirer une fève, éventuellement, ce précieux sésame. Enzo Maubert de LMTV s'est glissé dans l'atelier d'un céramiste à Malicorne-sur-Sarthe, en plein travail pour nos fèves. Regardez. Le geste est délicat, le regard concentré. Yacine Boutaleb, céramiste d'art, met la dernière touche de décor à ces petites fèves, 600 en tout qui partiront bientôt dans une célèbre pâtisserie de la Flèche. Moi j'ai choisi de décorer sur le biscuit. Après je vais pouvoir tremper ma fève dans un bain d'émail transparent qui va nous faire révéler la couleur verte. Une fois la trempette réalisée dans le bain d'émail, direction le four, et après 8 heures de cuisson à plus de 900 degrés, le résultat est là. C'est parfait. Yacine Boutaleb a appris son métier au Maroc. Il s'est installé à Malicorne-sur-Sarthe en 2015 et a ouvert son atelier de céramique. Pour imaginer ces petites fèves au feuillage vert, sa femme, artiste elle aussi, l'a beaucoup inspiré. Il a vraiment ce don de faire ce dessin très fin, des fois répétitif, des fois vraiment unique, mais que j'aime bien et que j'ai essayé de reproduire sur les fèves. Tombé amoureux du savoir-faire local, Yacine réalise de la vaisselle le reste de l'année, des créations toujours uniques et faites à la main. Ce qui m'intéresse, oui, c'est de créer, c'est vraiment de trouver des objets qui font le wow chez le client. C'est vraiment le but, ça c'est le but ultime. En tout, le céramiste réalisera plus de 3000 fèves pour différentes boulangeries. Alors en janvier, ouvrez l'œil, vous manquerez peut-être de vous casser les dents sur l'une de ces pièces. Voilà, et puis dans l'actualité, qui mieux que les habitants eux-mêmes pour repenser leur village? À Moriville, près d'Épinal, les villageois ont été mis à contribution pour tenter de redynamiser le centre-bourg. Un projet participatif que nous détaillent Marie-Danielle Rogovitz et Anaïs Gall de Vosges Télé. Regardez. Le moins que l'on puisse dire, c'est que le charme champêtre de Moriville, 450 habitants, ne saute pas aux yeux au vu de sa rue principale. Mais cela va changer avec un projet en cours. Notre idée au départ, c'était déjà d'acquérir toutes ces anciennes bâtisses pour essayer de faire quelque chose. Et plutôt que de décider par nous-mêmes uniquement le conseil, on a dit on va demander l'avis à la population. Plusieurs choix ont été établis. La mairie a donc racheté 5000 m² sur 7 parcelles dans la Grande Rue. Le projet Moriville rêve son centre, c'est son nom, a pu prendre forme. Les habitants ont donné leur avis au printemps dernier et ils se sont retrouvés pour un premier bilan, faisant part de leurs idées. Voilà, qu'il y ait beaucoup de végétalisation, ça c'est important pour qu'on ait un joli cœur de village. Petit commerce, parce que ça manque aussi. Les habitants ont rêvé leur village et la faisabilité du projet a pris forme avec le cabinet d'études mandaté. Des locaux professionnels pour des professions libérales, du logement senior, de l'activité avec une microbrasserie et puis surtout un lieu de rassemblement autour d'une petite épicerie, d'un café, une petite restauration. 3 fermes seront conservées et dans cette ancienne étable, on imagine déjà la microbrasserie tenue d'ailleurs par un habitant de Moriville, le café multiservice, le verger et la place du village. Cette dernière n'existait pas, sont très attendues. Moriville fait partie de 5 villages tests et c'est également un des rares effets positifs de la Covid. L'envie de campagne a vu arriver 60 habitants de plus. La dynamique devrait se poursuivre d'ici 2023, une fois la transformation du centre de la commune devenu réalité. Voilà, et puis ne tardez pas trop, vous n'avez plus que quelques jours pour voir à Toulouse la plus célèbre des tapisseries d'art médiéval. Je veux bien entendu parler de la Dame à la licorne. Elle est exposée jusqu'au 16 janvier aux abattoirs. Une œuvre dont Séverine Lepape, la directrice nationale du Moyen-Âge à Cluny, livre quelques secrets au micro de nos confrères de la Dépêche, Agnès Grimaldi.
Il s'agit d'une tenture de 6 pièces qui relate par le biais de d'une dame, de sa servante et de 2 animaux, la licorne et le lion, une allégorie des 5 sens et d'un 6e sens devant lequel je me tiens. Mon seul désir, 6e sens qui a été à l'époque médiévale soit considéré comme un sens plus spirituel qui gouvernait les 5 autres, soit comme un sens de libre arbitre où la dame finalement décide de choisir ce qu'elle souhaite, soit davantage aller vers le charnel, puisqu'on peut interpréter son geste comme le fait qu'elle puisse prendre un très beau bijou pour s'emparer, soit au contraire renoncer au bien charnel, au bien terrestre, en se débarrassant d'un bijou très très précieux. Et puis c'est Noël, place maintenant à la magie et au cirque. Anne Judic de Télé-Nantes a rencontré pour nous 2 très jeunes passionnés qui ont fait leur tout premier pas sur une piste aux étoiles. Regardez plutôt. Elle fait le show sans la moindre appréhension. Âgée de 7 ans, Roukia fait évoluer ses poneys devant le public depuis 2 ans déjà. Aux côtés de sa cousine nantaise Tara, les fillettes sont la nouvelle génération du cirque Zavata. Quand je finis un spectacle, j'aime bien faire du cirque. C'est un peu mon genre que j'aime dans la vie. C'est ce que je voulais. Je rêvais toujours de le faire quand j'étais petite. Allez, saute! Brave! Ici, le cirque est une affaire de famille. Hop, hop, allez, hop. Pour qu'ils aient envie de travailler moi, je prends ces cravaches et je leur dis où conduire et pour qu'ils m'écoutent mieux, je leur dis brave et je leur donne à manger. C'est bien. Allez, parti. Moi, j'aime bien qu'on les applaudisse, qu'on m'applaudisse à moi et j'aime bien surtout les caresser. Pour les adultes, rien de plus normal que de plonger très tôt les enfants dans le grand bain du cirque. On les fait commencer très jeunes en piste pour qu'ils s'habituent au public, pour qu'ils n'aient pas honte d'être sur la piste. Et puis comme ça nous permet de voir vers quelle orientation au niveau du spectacle on va pouvoir aller avec eux, quoi. Une vie pas comme les autres au rythme des déplacements et des spectacles. Une vie de nomade qui se perpétue depuis 8 générations. J'ai le public ici de Nantes qui nous voit maintenant depuis 9 ans, qui ont vu l'évolution de mes filles aînées, puis les plus jeunes, et puis ça suit, donc c'est très sympa, quoi. Sur scène, les générations se mêlent et les spectateurs n'y sont pas indifférents. Et ce qui est intéressant, c'est qu'on voit à travers le cirque, cette transmission qui se fait avec les jeunes générations. Je trouvais ça même il y a le côté émouvant derrière. C'est mignon, je dirais que c'est très mignon. Mais les petites rêvent déjà de plus grands. Roukia se voit dompter des lions comme son père. Tara, elle, voudrait faire de la danse aérienne comme ses parents. Attention, dans ce journal maintenant, vous allez en avoir plein les yeux. En effet, Jérôme Aubron de la chaîne WEO, la chaîne de la Voix du Nord, s'est rendu à Conty dans la Somme et il n'a pas eu de mal à trouver la maison de José, vous allez le voir, qui chaque année part cette maison de 1000 feux pour le plus grand plaisir des habitants. Regardez ce reportage. Des villages enneigés, une armée de Père Noël et même une tyrolienne. Bienvenue dans le jardin enchanté de José Deneux. Une bulle de rêve dont il ouvre volontiers les portes aux curieux depuis maintenant 4 ans. Ça fait quand même une respiration de féerie, de joie. Pour moi, c'est un émerveillement incroyable. C'est joli, c'est un moment féerique et surtout que j'ai un nouveau bébé, donc ça me faisait plaisir de l'emmener. Et pour faire rêver, petits et grands, José a mis le paquet. Dans son jardin de 800 mètres carrés, ce passionné de Noël et quelques proches ont installé pas moins de 2 km de guirlandes lumineuses et des écrans géants. Juste ce qu'il faut pour raviver l'esprit de Noël. Je pense que c'était une tradition qui commençait à se perdre. Donc on essaie de réveiller cette magie. Et même chez les personnes âgées, il y a des personnes âgées qui viennent, vous avez vu. Ils retrouvent une magie de Noël qu'ils ont perdue, ils retrouvent une partie de leur enfance. Après un mois de travail, les festivités commencent et les visiteurs viennent parfois de loin pour admirer le résultat. On vient de la région de Chantilly, la Morlaix. Je crois qu'on voit même pas la quantité, le temps passé, plus les idées qu'il a, parce que c'est pas juste acheter et poser, c'est vraiment aménager, c'est travailler, c'est rassembler, c'est mettre des univers.
Ouais, c'est un boulot de fou. L'an dernier, les décorations de José avaient permis de récolter 550 € pour l'association Grandir sans cancer et l'action Un clown en pédiatrie. Un engagement solidaire que le Père Noël lui-même vient saluer chaque week-end. Voilà, et puis pour finir ce journal, de bien belles images que l'on doit à la chaîne 7 à Limoges, des images de circonstances puisqu'il s'agit des illuminations de Noël dans cette ville de Limoges qui s'est parée de ses plus beaux atours, du jardin d'Orsay jusqu'à la place Saint-Pierre. Je vous laisse en profiter, regardez. La neige d'argent, Noël. Voilà, c'est la fin de ce grand JT des territoires. Merci de nous avoir suivis. Bonne fête de Noël à tous. On se retrouve bien sûr pour une prochaine édition. Au revoir à tous.